pour notre cinquième et dernière présentation de la soirée. Je vais inviter Pierre-Michel Bernier à venir sur scène. C'est sa deuxième présentation avec Bistro Brain. Il est aussi professeur titulaire donc, à la faculté des sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke. Il a complété donc... Excusez-moi. Il a complété donc son master en 2005 à l'université de British Columbia, son doctorat en 2009 à l'université d'Aix-Marseille et son postdoctorat en 2011 à l'université de Californie de Santa Barbara. Et il va nous présenter aujourd'hui le pouvoir de l'exercice sur la mémoire. Une seule séance suffit. Rebonsoir tout le monde. Effectivement, je suis professeur à la faculté. Je m'intéresse aux neurosciences, notamment à l'apprentissage et au contrôle du mouvement. Puis ce soir, je vais vous présenter des données de recherche issues en partie de notre laboratoire, mais aussi de d'autres laboratoires qui vous démontreront à quel point l'activité physique aiguë, une seule séance d'activité physique, peut avoir un effet favorable sur la consolidation des mémoires motrices. Donc, si vous êtes comme moi, pendant 2 semaines, au mois de février, il y a des chances que votre productivité professionnelle soit mise à mal par la présence en simultané des Jeux olympiques. Puis je dis ça en présence de mon boss ici, le doyen d'ici, mais c'est sûr que, plus spécifiquement, encore plus pour un chercheur qui s'intéresse à l'apprentissage moteur, c'est un distracteur important que de pouvoir observer des gens qui font des prouesses sensorimotrices qu'à peu près personne d'autre peut faire sur la planète. Entre autres, des triples périlleux arrière qui seront tentés par cette charismatique skieuse sherbrookoise que vous connaissez sans doute. Marion Thénault, hein, je la nomme parce qu'elle fait indirectement partie de la grande famille de la faculté. Son père a été professionnel de recherche longtemps dans nos laboratoires en biomécanique et notamment dans mon laboratoire. Et donc, on est fasciné, un peu comme Lara le disait, hein, l'effet « wow » de regarder des athlètes produire des actions comme celle-là, ça interpelle l'imaginaire d'un chercheur en neurosciences. Et donc, on est amené à se questionner sur les processus qui supportent l'expertise sportive. Hein. Et donc, l'expertise sportive, l'adage dit que ça résulte d'à peu près 10 000 heures de pratique. Donc, je vous présente ici une courbe d'apprentissage classique. Hein. Plus on pratique, meilleure est la performance, avec des gains plus importants au départ, puis une performance qui tend vers l'asymptote plus tard dans la pratique. Donc, l'apprentissage moteur se définit comme un changement relativement permanent des habiletés qui résultent de la pratique. Donc, un facteur important, hein, comme je l'ai nommé, un changement relativement permanent, c'est que pour qu'on puisse attester qu'il y a réellement un apprentissage moteur qui ait lieu, on doit être en mesure de reproduire l'habileté dans le futur. C'est une chose que d'améliorer sa performance au jour J, mais on doit aussi reproduire l'habileté dans le futur pour qu'on puisse réellement statuer sur le fait qu'il y a eu une réorganisation pérenne des circuits cérébraux qui supportent le comportement. Et c'est ce qui nous intéresse au laboratoire, donc les processus qui supportent la mise en mémoire à long terme des habiletés motrices. On essaie de comprendre comment on optimise la rétention des mémoires motrices. Et l'objet de ma présentation d'aujourd'hui, c'est de vous convaincre de l'importance de l'activité physique aiguë pour stabiliser les mémoires qui émanent des mouvements qui sont pratiqués. Donc, en laboratoire, comment mesurons-nous l'apprentissage moteur? Bien entendu, on aimerait plonger dans le cerveau de Marion Thénault, mais vous réalisez bien qu'il est difficile de suivre les changements cérébraux qui opèrent au cours d'un apprentissage moteur qui prend place sur de nombreuses années. Donc, en laboratoire, on utilise des tâches ou des habiletés pour lesquelles l'apprentissage prend place sur une plage de temps beaucoup plus courte et donc tractable expérimentalement. Par exemple, des tâches de dessin en miroir. On utilise des tâches similaires à la tâche de dessin en miroir, un peu plus évoluées que ça, mais ça ressemble essentiellement à ça. Donc, on est tous ici des experts pour tracer les contours d'une forme géométrique si on la regarde directement. Toutefois, si je vous demande de tracer les contours de cette forme géométrique-là en la regardant à travers un miroir qui inverse les axes dans les 2 dimensions, vous allez trouver ça pas mal difficile. Puis, il y a des moments où on se sent incapable de bouger. Donc, on démontre de nombreuses erreurs en début de pratique. Ce qui est remarquable, c'est qu'au bout de 45 minutes ou 1 heure, on est en mesure d'améliorer dramatiquement sa performance à cette tâche-là et de recouvrir un niveau de performance qui est fort raisonnable. Pas aussi bon que sans le miroir, mais qui est quand même fort raisonnable. C'est donc dire qu'on est capable en 1 heure de passer d'un état de novice à
intermédiaire, avancé. Et donc, ça nous permet, nous, de plonger dans le cerveau puis d'essayer de suivre les changements dans les circuits cérébraux qui supportent ces apprentissages moteurs-là. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque on s'astreint à une séance de dessin en miroir et qu'on retourne à la maison et qu'on revient le lendemain, on montre une rétention de ces mémoires motrices-là. On est meilleur que ce qu'on était au début du jour 1. Donc, il y a eu une forme de changement pérenne dans les circuits cérébraux pour supporter ce comportement-là. Il y a deux grandes forces dans le cerveau qui permettent à la fois d'améliorer dans un premier temps la performance et dans un deuxième temps de supporter la consolidation. Donc, qu'est-ce qui permet d'améliorer la performance? Donc, sur la base des erreurs, c'est le cervelet. Donc, une structure qui se loge à l'arrière de l'encéphale, qui est spécifiquement dédiée à la mesure des erreurs et qui interpelle le système moteur pour changer d'état sur l'essai subséquent. Donc, l'apprentissage, cette amélioration de la performance, elle est attribuable au cervelet. Pour preuve, les patients qui souffrent d'ataxie cérébelleuse, une dégénérescence sélective du cervelet, sont strictement incapables d'apprendre à dessiner en miroir. Donc, ça, c'est une première contribution. Dans un deuxième temps, les phénomènes qui supportent la rétention des mémoires motrices sont attribuables à la répétition des mouvements qui prennent place, notamment dans la période asymptotique où on tend à répéter les mêmes mouvements. Donc, la coactivation répétée d'un circuit cérébral donné pour supporter un comportement va être le phénomène qui va amorcer le processus de consolidation des mémoires. Et ça a été nommé parmi les premières fois par un neuropsychologue canadien, Donald Hebb, qui a formulé des grandes phrases en neurosciences, « Neurons that fire together, wired together ». Donc, la coactivation répétée des neurones dans un circuit va amorcer le processus, la cascade neurochimique qui va permettre le développement de nouvelles synapses pour stabiliser cette mémoire-là à long terme. Et donc, on s'intéresse, nous, au laboratoire, à ces phénomènes qui supportent la consolidation des mémoires. Un exemple, ici, je vous présente les données d'une étude qui travaille auprès des patients atteints de sclérose en plaques. C'est un des axes de notre recherche qui vous montre bien à quel point les processus qui supportent l'acquisition sont différents et indépendants des processus qui supportent la rétention. Dans cette étude-là, ici, on a demandé à deux groupes, des participants sains et des patients atteints de sclérose en plaques, d'apprendre à dessiner en miroir, à peu près la même tâche qu'un dessin en miroir. Ce qu'on observe dans la phase d'acquisition le jour 1, c'est que les deux groupes sont en mesure d'améliorer leur performance à peu près de la même façon. On leur demande de retourner à la maison et de revenir le lendemain pour nous exprimer ce dont ils se rappellent de la journée 1. Et ce qu'on observe, c'est que, voyez-vous les points en bleu, donc les participants contrôle montrent une relativement bonne rétention. Leur performance, elle est meilleure le jour 2 qu'elle ne l'était le jour 1. Donc, le processus de consolidation a permis de maintenir à long terme l'acquisition des compétences apprises la veille. Au contraire, les patients atteints de sclérose en plaques semblent avoir oublié ce qu'ils avaient réalisé la veille. Donc, en dépit d'une performance identique le jour 1, on observe un déficit sélectif de la consolidation qui fait en sorte que le jour 2, ils reviennent à peu près à la même place que le jour 1. C'est comme s'ils n'avaient pas réussi à stabiliser en mémoire à long terme les apprentissages qui ont été faits le jour 1. Donc, ça suggère qu'il y a un problème. On ressent ici là, que dans le contexte de la sclérose en plaques, on observe un déficit sélectif au niveau de la rétention des mémoires motrices. Et mon message ce soir, c'est que pour contribuer à maximiser la consolidation des mémoires motrices, on peut utiliser l'activité physique aérobie aiguë, donc une seule séance d'activité physique aérobie. Cette étude-là l'a bien montré. Donc, dans cette étude-là, on a demandé à deux groupes de participants sains, identiques, d'apprendre une tâche qui ressemble à dessiner en miroir. Donc, dans le contexte du jour 1, on observe que les deux groupes sont en mesure d'améliorer graduellement leur performance. Il semble y avoir des différences dans les points, mais il n'y en a pas. Donc, les deux groupes apprennent de la même façon. Ils retournent chez eux, ils reviennent nous voir le lendemain. En fait, la seule différence, donc, ici, c'est que le groupe en rouge a fait 20 minutes d'exercice aérobie à intensité élevée après la séance de pratique. Le groupe en bleu n'a rien fait. Ils se sont assis puis ils se sont reposés. Et on leur a demandé de revenir le lendemain, nous montrer ce dont ils se rappellent de leur apprentissage du jour 1. Et on observe que la rétention était bien meilleure chez le groupe qui a fait de l'activité physique après la séance de pratique. Et ça a été répété dans plusieurs autres études. Donc, il est là le mystère que l'on tente de percer au laboratoire. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'activité physique aiguë, une seule séance, permet de favoriser la stabilisation des mémoires à long terme pour qu'on puisse reproduire les comportements appris le lendemain?
Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Dans un premier temps, l'activité physique va relâcher des catécholamines, notamment la norépinéphrine, qui va générer une forme de signal d'alerte, qui va dire en quelque sorte au circuit moteur, ce qui vient de se passer est important, stabilise-le en mémoire à long terme. Il y aura aussi un relâchement de dopamine. La dopamine va agir directement au niveau de la synapse pour catalyser le processus neuroplastique au niveau synaptique. Il y aura aussi un relâchement de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, une protéine qui va être exprimée par l'activité physique, qui a un rôle critique à jouer dans la croissance neuronale et dans la synaptogénèse, la genèse de nouvelles synapses qui vont donc contribuer à la consolidation des mémoires motrices. Enfin, l'activité physique va augmenter l'excitabilité du cerveau, qui est directement liée à l'augmentation de cette coactivation-là répétée, comme le suggérait Donald Hebb au siècle dernier. Donc, c'est comme si l'activité physique aiguë créait une forme d'environnement neurochimique qui était favorable à l'induction de changements neuroplastiques dans le cerveau et qui donc mène à cette consolidation qui est améliorée. Ça a plusieurs implications, ce type de travail-là. Dans un premier temps, ce qui est absolument faisable, c'est de jumeler des séances d'activité physique aiguë à des contextes où on souhaite apprendre un mouvement ou même des mémoires dites déclaratives. Les mémoires des faits, c'est vrai aussi. On parle des mêmes types de changements neuroplastiques. Donc, activité physique aérobie est mieux que l'activité physique en résistance. L'intensité élevée est ce qui est prescrit, donc c'est favorable par rapport à l'activité physique à intensité modérée. Donc 20 minutes suffisent, on peut penser à un entraînement par intervalle, par exemple. Et il est optimal de faire cette séance de 20 minutes d'exercice aérobie à intensité élevée juste après la séance de pratique pour maximiser l'utilité de la séance de pratique. Ça a plusieurs implications dans le contexte de la performance, que ce soit sportive ou artistique. Si on souhaite maximiser les chances de stabiliser à long terme la pratique de piano du mardi soir, on peut y adjoindre un 20 minutes d'ergocycle ou de jogging juste après. On va s'en rappeler davantage le lendemain. Ça a aussi un impact en milieu scolaire. Souvent, en milieu scolaire, on pense à l'activité physique ou la récréation ou le cours d'éducation physique comme étant favorable pour l'attention et la concentration des élèves de façon prospective plus tard. Mais ça a aussi un impact sur la consolidation des mémoires du cours de géo qui viennent juste d'avoir lieu. Puis en dernier lieu, c'est aussi vrai pour la réadaptation, la rééducation fonctionnelle pour des patients qui ont subi des accidents vasculaires cérébraux, qui réapprennent à parler, à marcher ou à bouger le membre parétique. Cette heure est mise là chez le physio le mardi ou le jeudi. Si on y adjoint une période d'activité physique aiguë à l'issue de cette période de pratique-là, tous les gains, on va maximiser l'utilité en fait des essais de pratique qui ont été conduits pendant la séance, puis on va maximiser les chances que cette personne-là puisse transférer les acquis plus tard. Donc, il y a plusieurs impacts potentiels à ça. Voilà, je pense que ça doit faire peut-être bientôt 10 minutes. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le warning sign, mais voilà. Donc, je remercie notamment Zivar Beragui et Eva Brison, deux étudiantes au doctorat qui travaillent sur ces thématiques de recherche-là. Et voilà, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On en a plusieurs. On a une là-bas. La majorité des études... Oui, pour répéter la question, on me demande de spécifier la nature de l'exercice aérobie aigu puis les paramètres de l'exercice. La majorité des études ont utilisé des paramètres, des entraînements par intervalle. Donc, on parle de 80 de la fréquence cardiaque maximale pendant 3 minutes, intercalée de périodes de repos. Donc, à l'intérieur de 20 minutes, on fait trois intervalles à haute intensité à peu près. Donc, c'est ce qui relâche le plus les substances neurochimiques dont j'ai parlé. La pratique, l'exercice aérobie modéré a aussi des impacts, mais il semble que l'effet est plus bénéfique à intensité élevée. Oui. C'est peut-être pas votre champ d'expertise, mais jusqu'à quel âge l'aérobie aiguë
a-t-elle un impact sur la rétention? Et là, je fais un lien avec la capsule dans les écoles où est-ce qu'on parlait que l'activité modérée à élevée fait vraiment une différence au niveau des apprentissages scolaires. Ou physique. Il y a des études qui ont montré des effets favorables à tout âge. Hein, les mécanismes fondamentaux qui supportent l'induction de changements neuroplastiques dans le cerveau, ils opèrent tout au long de la vie. Donc, c'est vrai tout au long de la vie. Après ça, peut-être que la magnitude de l'effet peut être modérée par l'âge. Mais ça a été observé chez les patients atteints d'AVC, donc notamment la rééducation fonctionnelle chez des patients qui ont subi des AVC. Donc, c'était une tranche d'âge assez élevée. Les effets favorables ont été démontrés. Merci. Merci. Ça va conclure la période des questions. Si jamais il y a encore des questions, vous pourrez aller, vous pourrez aller lui parler après, ou du compte après coup dans le bac et bière pour continuer la discussion. Donc, je vous remercie.